Bonjour, bonjour à tous nos fidèles qui suivent cette nouvelle émission qui s'appelle Un monde qui change. Bonjour Laurent Michelon qui Bonjour. aujourd'hui va nous parler de la Chine. J'ai souhaité que ce soit lui pour différentes raisons. La première, c'est qu'il a écrit un livre. Que je conseille, dont je conseille la lecture à tout le monde. Ensuite, il a une vision économique de la Chine et il y est inséré dans cette économie puisqu'il travaille, il va nous expliquer comment, avec le monde chinois. Alors, comprendre la relation Chine-Occident, donc il y a une visée pédagogique de ce livre, mais j'aime beaucoup la phrase qui suit, la superpuissance réticente et l'hégémon isolé. Superpuissance réticente à devenir une superpuissance, justement, hein, avec toutes les conséquences que ça peut avoir dans un monde globalisé, et l'hégémon isolé, c'est-à-dire une puissance, un État-nation civilisation, et qui est une civilisation ancienne et assez extraordinaire. Alors, je vais commencer par là pour dire, moi, quel est mon rapport à la Chine. Il se trouve que, bon, j'étais comme les Français en général, je ne connaissais pas la Chine, je la connaissais mal. Je connaissais ce qui s'était produit au plan politique avec la révolution culturelle, ses conséquences en France, où on avait des petits bourgeois qui s'étaient entichés d'un événement très bizarre qu'on avait beaucoup de mal à appréhender ici, avec des conséquences importantes au sein de l'intelligentsia. D'ailleurs, tous ceux qui étaient maoïstes sont tous ensuite été rapidement convertis au néoconservatisme américain. On les a tous retrouvés dans la délégation qui avait été voir Jacques Chirac pour le convaincre de participer à l'agression contre l'Irak en 2003, l'agression perpétrée par les Américains. Donc, effectivement, je connaissais mal la Chine. Et puis, j'ai eu l'occasion d'y faire un voyage important, un voyage qui m'a permis d'aller à l'encontre d'une civilisation. Et puis, le voyage, je l'avais préparé. C'est-à-dire que j'avais lu des livres, j'avais étudié un certain nombre de choses, et pendant le voyage, à l'époque, Wikipédia était moins asservi à l'État profond américain, et tous les soirs, avant des journées qui étaient touristiques, hein, c'était un voyage touristique, mais de découverte. Hein, tous les soirs, j'allais sur Wikipédia et je passais 2 heures à préparer mon voyage du lendemain. Bon, donc voilà, ça a été une expérience extraordinaire. Je dirais que si je devais trouver un mot pour décrire ce qu'a été ma réaction face à la découverte de la Chine et de la civilisation chinoise, c'était estomaqué. Estomaqué, c'est grandiose. C'est grandiose d'abord. Il y a la civilisation qui est grandiose, hein, qui est une civilisation parallèle et différente de la nôtre. Et quand je dis parallèle, alors bon, moi j'ai une grosse passion pour l'Antiquité gréco-romaine, hein, et de savoir que l'Empire chinois se constitue avec la fusion des trois royaumes au moment des guerres civiles romaines qui vont aboutir à la création de l'Empire par Auguste. Le fait de savoir que Confucius et Platon étaient contemporains, c'est quelque chose qui est assez inouï. C'est, bon, bien évidemment, c'est très séduisant et ça implique naturellement de se passionner un peu pour tout ça. Donc ça, c'était la première rencontre. Et puis ensuite, c'était la révolution industrielle, sociale à laquelle j'ai été confronté. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant, même si vous le savez, lorsque vous arrivez, alors avec Laurent Michelon, quand on préparait cette émission, je lui disais que l'arrivée à Shanghai depuis l'aéroport, quand on tombe sur les échangeurs, on se dit mais où est-on quoi, hein. Et puis bon, les aéroports, les villes, et quand on sait le caractère fulgurant, il y a une photo. Alors je ne sais pas si elle est vraie, mais je crois qu'elle est vraie. Je me demande si c'est pas l'ambassade de Chine qui l'a produite. Vous avez les lignes de chemin de fer, les TGV chinois en 2000 et les TGV chinois en 2020. Mais c'est sidérant. C'est Ouais. sidérant ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont construit. Donc ça, cette réalité-là, elle est vertigineuse. Bon, mon cher Laurent, je vais vous appeler par votre prénom, je vous propose qu'on démarre sur le fond, hein, on m'a assez entendu, et d'abord que vous commenciez par nous dire qui vous êtes et à vous présenter.
Très bien. Écoutez, je suis entrepreneur en Chine où j'habite depuis environ presque 25 ans. J'en suis dans ma 24e année si on compte, on va dire, tous les territoires sinophones où j'ai habité, donc aussi bien Hong Kong que Taïwan et la Chine. J'ai commencé dans une carrière dans la diplomatie culturelle française. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour des sociétés françaises, anglaises, américaines, des groupes de communication, toujours dans la région. Donc, j'ai toujours été renvoyé dans cette région que je connais finalement assez bien. Et puis, je me suis ensuite lancé dans les affaires à mon propre compte. Et depuis une quinzaine d'années, je suis consultant, alors à une époque pour des sociétés européennes qui voulaient s'implanter en Chine. Et puis maintenant, c'est un petit peu moins le cas à cause de la désindustrialisation qui est presque achevée en Europe. Et donc maintenant, c'est plutôt les sociétés chinoises qui cherchent à s'implanter en Europe pour plusieurs raisons, notamment l'une d'elles, c'est que le marché américain leur est de plus en plus fermé. Donc il y a un grand élan vers l'étranger, vers l'Asie du Sud-Est, vers le Moyen-Orient et vers l'Europe. Et donc moi, je m'occupe pour mes clients de la partie européenne. Bien, eh ben écoutez, alors j'ajoute à ce que je disais tout à l'heure sur la raison pour laquelle j'ai souhaité que ce soit vous qui interveniez pour la Chine, sur la Chine, pas pour la Chine. Celui qui est intervenu pour la Chine, c'est Son Excellence Lu Shaye, qui était et c'est plus le cas, l'ambassadeur de Chine en France, que j'avais eu l'honneur d'interviewer, personnage extrêmement brillant. Et donc, j'ai souhaité parce que votre rapport, il est pas, il est en tout cas moins politique que celui de beaucoup de mes amis, hein, parce que moi j'ai une histoire et clairement il y a une sympathie puis qui se nourrit aussi dans ma génération à des rapports hein, avec la Chine, avec le Parti communiste chinois, avec cette société-là. Donc, je trouve que votre approche, vous êtes plus jeune que moi, nettement même, hein, je trouve que votre approche est particulièrement utile. Alors, je vais commencer par la première question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Chine depuis 30 ans? Depuis que Deng Xiaoping a dit peu importe chat noir, chat blanc, peu importe la couleur du chat du moment qu'il attrape la souris. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est on va dire, un rattrapage. La Chine a rattrapé son retard, puisqu'il faut savoir qu'au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, la Chine, et même pas la Chine, mais juste la région, on va dire, qui entourait Shanghai, était la région la plus riche du monde. C'était une région qui, en termes de PNB par habitant, était à peu près légale à l'Angleterre juste au début de la révolution industrielle. Et puis l'histoire qu'on connaît, les guerres de l'opium, et puis la fin de l'histoire dynastique a fait que la Chine a fait un bond, enfin s'est arrêtée dans le temps, donc avec l'aide, on va dire entre guillemets, des puissances coloniales occidentales. Ensuite, on connaît bon, son histoire, donc la fondation de la République populaire de Chine, dont c'était le 74e anniversaire il y a Tout à quelques fait. jours. Voilà. Et donc, depuis 1978, on va dire en vitesse accélérée, la Chine a rattrapé son retard et retrouvé en fait la place qui était la sienne il y a 250 ans, on va dire. Voilà. Donc, en fait, sur le terrain, ça se traduit par euh, la sortie totale de la pauvreté extrême, l'éradication de la pauvreté extrême en Chine, qui était, on va dire, au niveau de certaines régions de l'Inde dans la majorité des provinces rurales chinoises. Ça, c'est terminé. Il n'y a plus de pauvreté extrême. Alors, il y a encore de la pauvreté, bien sûr, mais là, il n'y a plus personne qui ne mange pas à sa faim. Il n'y a plus personne qui n'a pas de logement en Chine. Ça, c'est fini. Il y a une classe moyenne qui s'est constituée pendant que la classe moyenne occidentale était en train de disparaître. La classe moyenne chinoise s'est constituée et maintenant atteint environ 400 millions de personnes. Donc, c'est la population, quasiment la population européenne. Et là, c'est la classe moyenne chinoise. Et elle est devenue, elle a commencé en étant l'atelier du monde dans les années 80. Puis toutes les grandes sociétés européennes se sont délocalisées en Chine pour augmenter leurs marges, pour profiter du coût du travail très bas. Et petit à petit, la Chine est en train également de sortir de ce rôle dans lequel l'Occident aime bien la maintenir d'atelier du monde, est en train de devenir maintenant une puissance innovatrice
qui fait concurrence à l'Europe et aux États-Unis sur tout un tas de technologies. Alors, sur le système politico-économique, c'est tout un tas de débats, compliqués d'ailleurs. C'est pas si simple. C'était quand même, bon, c'est un régime particulier. On sait rarement que le drapeau chinois, la première étoile marxiste, c'est la classe ouvrière, mais les autres sont d'autres parties de la population. Et il y en a une des plus petites étoiles, qui est celle de la bourgeoisie nationale, patriote, sur laquelle on compte. Hein, Absolument. semble-t-il. Moi, c'est toujours à distance. Hein. Donc, sur le plan, le virage qui a été pris sous l'impulsion, si je comprends bien, de Deng Xiaoping, ça a consisté dans le rôle de l'État et la place laissée à l'économie capitaliste, puisque elle l'est. Euh, comment ça fonctionne, ça? Comment ça a été mis en place? Les Chinois, si vous voulez, ils ont réussi à, on va dire, à quasiment atteindre la quadrature du cercle en adoptant le capitalisme pour ce qui pouvait être utile au développement de la Chine, sans pour autant renier l'économie socialiste. Donc maintenant, ils ont développé un système qui s'appelle l'économie socialiste de marché à caractéristiques chinoises et très pragmatique. Et donc, en fait, l'idée, c'est de garder un cap socialiste pour ne rien renier des fondements de la République populaire de Chine, mais de pouvoir s'inscrire dans l'économie mondiale. Et donc, pour cela, prendre au capitalisme ce qu'il a d'utile. Et ce qui est intéressant, c'est que ce faisant, euh, la Chine réussit en fait à éviter l'écueil dans lequel s'est vautré, entre guillemets, l'Occident, qui est le capitalisme de connivence. Puisque en Europe et aux États-Unis, le capitalisme est en fait, bon, après on n'aime pas le capitalisme, mais le capitalisme en Occident s'est dévoyé dans le sens où c'est pas du tout ce qu'il prêche, où c'est la compétition, la loi du meilleur, et puis les plus faibles meurent et les plus forts subsistent. En fait, en Occident, le capitalisme, les plus faibles, mais ceux qui sont les mieux connectés au pouvoir économique, ne meurent jamais. Ce qui fait qu'en fait, l'investissement ne va jamais en fait, aux gens, enfin, aux sociétés qui devraient utiliser le capital à bon escient, mais elle va toujours sauver des canards boiteux. En Chine, c'est pour ça que les médias occidentaux se régalent à chaque fois qu'il y a on va dire des faillites de grands groupes et ça ricane dans les rédactions. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que en fait, de laisser un groupe industriel qui est mal géré, où il y a eu de la corruption, qui n'a pas su s'adapter aux évolutions, comme par exemple la sortie du Covid, ne pas laisser un groupe comme ça mourir, c'est dévoyer le capitalisme. Et ça, les Chinois laissent naturellement les plus faibles disparaître pour s'assurer que l'investissement va aux sociétés qui sont bien gérées, sachant que tout ça, c'est dans l'intérêt du peuple à la fin. Alors, c'est du darwinisme économique, ça. C'est donc, Ah oui, on peut appeler ça comme ça. voilà, c'est cette question de l'adaptation. Sur le plan, j'entendais Jacques Sapir dire que l'économie russe n'était pas néolibéralisée, hein, pour utiliser ce terme, que la dimension financière du néolibéralisme occidental n'était pas ou peu présente en Russie. Qu'est-ce qu'il en est en Chine? C'est à peu près identique en Chine, dans le sens où la financiarisation de l'économie telle qu'elle a eu lieu en Occident, où c'est en fait la seule croissance qu'on a en Occident, c'est de la croissance financière, donc on va dire relativement artificielle et déconnectée de l'économie réelle, ça n'a pas lieu en Chine. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des tentatives de le faire, parce qu'on voit par exemple des sociétés comme Ant Financial, qui fait partie du groupe Alibaba de Jack Ma. Il y a eu cette tentative de financiariser l'économie et le gouvernement a vu le danger de laisser ce champ se développer et de prendre le pas sur l'économie réelle. Et ça a tout de suite été restreint de façon législative. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant en Chine, c'est que le politique aura toujours la main sur l'économique. Et quand on va en Chine, on se dit, mais c'est un pays ultra-capitaliste, presque plus capitaliste que la France. Mais en réalité, il n'y a pas eu d'épopée bourgeoise comme il y a eu en Occident.
dans le sens où un groupe économique qui s'organise pour prendre une partie du pouvoir aux politiques et ensuite dévoyer l'outil étatique à son propre profit. Ça n'a pas lieu en Chine. Il y a eu un petit passage à la sortie de la période dynastique, juste avant en fait, la création de la République de Chine, donc de Sun Yat-sen, où effectivement là il y a eu une haute bourgeoisie qui a rapidement essayé de prendre le pouvoir, mais ce n'est pas la bourgeoisie nationale dont vous parlez sur le drapeau. Hein. Ça, c'est les gens qui ensuite sont partis en 1949 parce que justement, ils étaient dans le collimateur du Parti communiste. Donc cette bourgeoisie, on va dire, qu'on peut appeler prédatrice ou on va dire déracinée, cette bourgeoisie-là ne peut pas prendre pied en Chine. Il y a eu plusieurs tentatives, la dernière étant Jack Ma et puis des gens comme Xu Jiaying, là, donc, qui vient d'être mis en résidence surveillée à cause de la faillite de son groupe. Ces gens-là sont toujours rappelés à l'ordre à un moment où on leur dit mais n'oubliez pas que tout ce que vous faites et tout ce qu'on vous laisse faire, il faut qu'à la fin, ce soit quand même au service du peuple d'une manière ou d'une autre. Alors, moi, j'avais relayé cette anecdote sur les réseaux pour me faire brocarder au moment de l'élection présidentielle américaine de 2000, fin 2019 pour le mandat 2020 qui est actuellement en cours. Lorsque Donald Trump avait dit sur Twitter, quasiment 100 millions de followers, il avait dit qu'il y avait eu des fraudes. Hein, je ne me rappelle plus comment est-ce qu'il s'appelait, le patron de Twitter, qui a vendu depuis à Elon Musk, on le sait, le patron de Twitter a supprimé son compte. Bon, voilà, donc Ouais. c'est-à-dire le grand capitaliste, hein, multimilliardaire, fait taire le président sortant, il était encore en exercice. En revanche, c'était exactement en même temps Jack Ma, le patron d'Alibaba, qui est je vais le qualifier d'oligarque, même si, bon, c'est une énorme fortune et par conséquent une puissance économique et avec des connotations politiques. Il s'était avisé de faire des commentaires acerbes sur la politique du gouvernement chinois. Ça n'a pas été long, il s'est retrouvé en résidence surveillée. Hein. Bon, c'est ce que j'ai vu depuis ma fenêtre française et je trouvais que c'était terriblement significatif. Quoi. Voilà, Absolument. c'est C'est là que les Chinois ont réalisé qu'il y a quelqu'un de plus puissant que le président des États-Unis aux États-Unis. Voilà, donc ça a validé toutes les thèses sur, alors qu'on va appeler complotisme, mais toutes les thèses sur l'état profond et des choses comme ça. Là, c'est devenu tellement évident aux yeux de tout le monde, alors qu'en Chine, non. En Chine, effectivement, Jack Ma s'était permis de dire que le système bancaire chinois s'apparentait à un mont-de-piété et que donc son système à lui privé allait changer tout ça. Et comme vous dites, la semaine d'après, on lui demandait de démissionner de la présidence d'Alibaba. Ouais. Donc, alors, ce mode de fonctionnement dont Poutine, au moment du fameux sommet, hein, où Xi lui a dit sur le perron du Kremlin, nous vivons un changement qu'on n'a pas connu depuis 100 ans, et ce changement, nous allons conduire ensemble. Ce qui était, à mon avis, ça, c'est un événement historique extraordinaire qui s'est produit à cette occasion. Et, et donc, Poutine avait dit dans les entretiens qu'il admirait le fonctionnement de la société chinoise dans le rôle donné à l'État pour organiser l'économie et maîtriser l'économie. C'était assez intéressant cette phrase. Alors, Tout à fait, excusez-moi de vous interrompre, mais ce que je pense, c'est que Poutine aurait aimé pouvoir prendre le pouvoir en Russie au moment, enfin, à un moment un peu identique que la Chine a pris, enfin, la Chine communiste a pris le contrôle du pays. C'est-à-dire que Poutine a pris le contrôle du pays très tard, finalement. En ouais, 2000, ouais, ouais. le pays était déjà aux mains des oligarques. Il y avait la moitié peut-être même plus que la moitié des oligarques qui ne souhaitaient qu'une chose, c'était se retrouver à Londres et à New York. Et d'ailleurs, Poutine, un peu dans leurs mains, on va dire, avait fait entendre qu'il était possible que la Russie fasse acte de candidature à l'OTAN, peut-être à l'Union européenne. Donc on voyait qu'à l'époque, il y avait vraiment une espèce de fascination pour l'Occident en Chine qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas en Chine. En Chine, il y a un intérêt, il y a évidemment à Pékin et à Shanghai des oligarques ou on va dire, on va dire des gens très fortunés qui sont aussi un petit peu fasciné par tout ce qui est luxe et j'ai des choses comme ça en Occident. Mais le pays
le pays est sous contrôle, alors que Poutine a pris le pays dans un état bien plus délabré que la Chine en 78. Alors, il y a la présence du Parti communiste chinois, qui est un parti qui fait pas loin de 100 millions de membres, hein, je crois, c'est quelque Ouais, chose. 90 cette Donc, année. alors, j'ai lu quelque part qu'il y avait en fait 8 partis en Chine. Alors, c'est peut-être les mêmes partis que ceux qu'il y avait dans les pays d'Europe centrale, les pays du glacis soviétique, hein, où c'était le Parti communiste qui commandait, et puis il y avait quelques agrariens, il y avait quelques trucs qui étaient purement décoratifs. Qu'est-ce qu'il en est de ça? M'a surpris, hein, ça existe vraiment? Ça existe vraiment. Il y a même un Kuomintang chinois. Le Kuomintang, c'est le parti qui s'est réfugié à Taïwan en 1949, mais il y a quand même alors, c'est pas, ils ne sont pas reliés tous les deux, mais il y a un Kuomintang en Chine. Et là, en fait, c'est l'expression de la démocratie en Chine. C'est-à-dire que on dit c'est un État totalitaire et il y a pas de liberté. Il y a des partis. Il est possible de faire partie d'un autre parti que le Parti communiste. Mais effectivement, comme vous dites, le Parti communiste est aux manettes de tout. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est regardez le Japon. Le Japon, c'est le même parti depuis 1945 qui est au pouvoir, avec une fenêtre, il y a eu 4 ans où c'est passé à un parti d'opposition, mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une on va dire, c'est presque un consensus en fait sur national sur. Alors au Japon, c'est le LDP, en Chine, c'est le Parti communiste. C'est un parti unique qui finalement a on va dire, une théorie politique qui est tellement large et avec des résultats qui sont là. Hein. La Chine est sortie de la pauvreté, la Chine est de première ou deuxième puissance économique mondiale, que finalement, même s'il y a de la contestation, et il faut bien savoir qu'en Chine, tout le monde n'est pas à applaudir des deux mains pour le Parti communiste, chacun a son opinion, mais les résultats sont là, et il n'y a personne qui peut faire mieux pour l'instant. Donc voilà, donc, pour l'instant, il n'y a pas de réelle contestation du parti. Donc le parti peut très calmement avoir à l'Assemblée nationale 7 ou 8 autres partis qui, de toute façon, ils sont à l'écoute, hein, ils regardent ce que les autres partis proposent, et il peut y avoir des propositions qui ensuite seront considérées par le Parti communiste. Alors, là, je vais vous poser une question à partir de ce que aujourd'hui je considère comment dire, euh, le déclenchement de l'opération militaire spéciale par Poutine, qui était le cadre de l'époque. Ça a changé, c'est aujourd'hui une guerre de haute intensité. Peu importe. Le 24 février 2022, ça a été une étincelle qui a mis le feu à la plaine. Et pour moi, ça a été une prise de conscience. On en a encore à mon âge, hein, tout d'un coup. C'est quand j'ai constaté que finalement, l'arrogance occidentale, le sentiment de supériorité, connoté à un certain racisme pour le moins, était extrêmement puissant dans les têtes. C'est quelque chose qui m'a surpris, qui m'a pas surpris. Enfin, c'est-à-dire que oui, j'ai réalisé, si vous préférez, hein, j'ai réalisé ça. Je me suis dit, mais enfin, comment peut-on considérer les gens comme ça? Comment peut-on leur parler de cette façon-là? Monsieur Borrell, alors c'est le pire du pire, c'est un imbécile Oui, notoire, hein, qui vient dire, ah bah oui, l'Europe un c'est jardin. un jardin et le reste du monde c'est une jungle. Non mais c'est, 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 Voilà. c'est- bon, voilà, nos élites, c'est ça. Mais concernant la Chine, alors bon, j'ai un peu regardé, j'ai regardé sur d'autres régions du monde, mais concernant la Chine, je vois en particulier, pendant le siècle de la honte, au 19e, l'image qu'avaient les Chinois, je vois le rôle. Je suis tintinophile, il faut savoir, et donc on a beaucoup critiqué Hergé, hein, sur son attitude pendant l'occupation, mais en oubliant le fameux Lotus bleu dans lequel il est éminemment pro-chinois et avec une approche très universaliste et vraiment avec son ami Chang. Et donc, Mhm. je me rends compte qu'on continue à regarder la Chine, et comme je l'ai fait, hein, je me confesse, comme je l'ai fait, à partir de nos habitudes, à partir de notre conception de la démocratie représentative. Voilà, on regarde la Chine comme quelque chose de monolithique, quelque chose, entre guillemets, je n'aime pas ce concept parce que je pense qu'il n'est pas opératoire, totalitaire. Et j'ai été surpris dans une de vos vidéos, parce que je les ai regardées, quand vous dites, ben attendez, il y a des modes de fonctionnement, c'est pas la même démocratie que la nôtre, mais il y a des modes de fonctionnement démocratiques.
C'est-à-dire, hein, quand on fait une nouvelle loi, un peu coercitive, on attend, on l'applique pas brutalement tout de suite, il y a des remontées, il y a des modes de fonctionnement démocratique qui existent dans la réalité. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ça? Ben, exactement, sur la façon qu'a l'État chinois de légiférer sur tout un tas de questions, ça peut se rapprocher, on va dire, d'une votation suisse, dans le sens où il va y avoir une loi qui va être d'abord, on va dire, rédigée au niveau des plus hautes instances, et puis ça va descendre au niveau de la représentation locale du parti, au niveau de la ville, au niveau du village, et on va demander au chef du parti local de tester donc avec les administrés, de voir si la loi, dans son application, n'aura pas des effets pervers, des choses auxquelles le gouvernement n'aurait pas pensé, et ensuite de faire remonter les informations. Et il y a un nombre incalculable de lois qui ont été modifiées à plusieurs fois, donc c'est-à-dire en fait de la base vers le haut, parce qu'on s'est rendu compte que ça n'était pas applicable. Donc ça, moi je dis, si ça, c'est pas de la démocratie, je ne sais pas ce que c'est. Alors après, effectivement, il n'y a pas un vote, mais c'est ça, enfin, je veux dire, c'est là que, enfin, l'Occident, comme vous dites, on a un point de vue vraiment très condescendant envers la Chine et envers tout un tas d'autres pays, parce qu'on parle toujours de démocratie libérale, d'élection, et récemment, Xi Jinping s'est permis de faire une leçon de démocratie aux dirigeants occidentaux en leur disant, mais attendez, en fait, vous, c'est pas de la démocratie, c'est un régime plébiscitaire, en fait. C'est que tous les 5 ans ou tous les 4 ans, on fait un grand raout électoral, on fait danser, chanter les gens, on met des banderoles, ils placent leur bulletin, donc ils ont un dixième de seconde de réelle liberté, et puis ensuite, ça disparaît pendant 5 ans, et quoi que fassent les dirigeants élus, il ne peut rien leur arriver, on ne peut pas les faire, on peut pas les mettre en prison, on peut pas les démettre de leurs fonctions. Oui, ça, c'est pas enfin, c'est peut-être de la démocratie, mais c'est pas la façon dont nous on la veut. C'est pas pour autant qu'en Chine, il n'y a pas de démocratie. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est effectivement la démocratie libérale telle qu'on l'a en Occident. On voit à quel point elle est dysfonctionnelle maintenant en France, hein, et puis aux États-Unis. On voit que maintenant, de plus en plus, les élections occidentales sont tellement contestées que les résultats prennent un mois à arriver, à être confirmés. Si ça arrivait en Afrique, on en rirait. Mais maintenant, le drame, c'est que ça arrive en Occident. Et donc, on n'a plus aucune leçon à donner à des pays comme la Chine. Et la Chine a dit très clairement au 19e parti du Congrès, donc c'était en 2017, je crois, Xi Jinping a dit on n'est pas sur le chemin de la démocratie libérale. Et c'est à partir de là qu'en fait tous les problèmes de la Chine ont commencé à arriver. C'est là qu'on a vu que 2 ans plus tard, les émeutes à Hong Kong commençaient, parce que c'est là que l'État profond américain s'est rendu compte que les 50 ans d'ouverture, l'entrée à l'OMC, les choses comme ça n'allait pas faire rentrer la Chine dans l'Occident, ça n'allait pas rapprocher la Chine de l'Occident ou de la démocratie libérale. Donc là, c'est devenu un ennemi à abattre. Alors justement, ça, c'est très intéressant et ce sera, à mon avis, un peu la question suivante sur les raisons de l'hostilité occidentale à la Chine. Il y a quand même des choses qui sont dans la propagande occidentale, mais ça, je veux dire, à la limite, je vais dire c'est normal, ça ne veut pas dire que c'est bien, mais c'est comme la pluie qui mouille. La question du crédit social qui fait peur, hein, qui fait peur en Occident et qui fait peur en France, quand on apprend, déformé, que si on n'est pas dans les clous, il y a tout un tas de choses qu'on ne peut plus faire. C'est quoi ce Alors, crédit social? ça, effectivement, c'est très important, cette question du crédit social. Je suis en train de travailler dessus. Je vais sortir un article que j'espère assez complet là-dessus bientôt. C'est une pure fabrication occidentale. C'est parti d'une information qui est vraie. Il est vrai que le gouvernement chinois est en train de travailler sur un système qu'il essaye de rendre global au niveau chinois, on va dire de notation. Il a travaillé avec les grands groupes technologiques, donc Alibaba, Tencent, et je crois que c'était il y a 1 an ou 2, le gouvernement a dit non, il n'y a aucune de ces expériences qui nous donne satisfaction parce qu'il y a conflit d'intérêts à chaque fois. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un effort du gouvernement chinois pour essayer effectivement d'encadrer la population et
de pouvoir mettre à part les gens qui ne sont pas de confiance, on va dire, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont terminer en prison ou quoi que ce soit, mais que, si vous voulez, c'est la même chose que le crédit à la consommation aux États-Unis, mais qui existe depuis 100 ans. Les sociétés de cartes de crédit ont toujours fait appel depuis plus d'une centaine d'années à des sociétés aux États-Unis qui allaient faire des évaluations du crédit de consommation pour avoir accès à un crédit bancaire. Donc, en Chine, il y a des outils maintenant, mais des outils privés. C'est là qu'il faut bien voir que le crédit social en Chine, ça va être soit une société du style Ant Financial, donc la société de Jack Ma, qui va vous faire un crédit à la consommation, mais qui en même temps va vous demander de télécharger une application et qui va en fait vous octroyer un crédit suivant la fréquence des remboursements et on va dire si vous remboursez dans les temps. Donc vous aurez votre crédit social avec cette société-là, mais ça, ce n'est pas rendu public. Comme je disais, le gouvernement chinois a refusé de prendre en compte ces données-là en disant c'est des données qui viennent du privé, donc il y a des conflits d'intérêts, donc on ne peut pas l'appliquer à toute la population. Il va y avoir des sociétés qui vont avoir des outils de présence pour leurs employés, des outils de performance de leurs employés. Et donc ça, effectivement, c'est un espèce de crédit social, mais à l'intérieur de la société, mais il n'y a rien qui soit appliqué au niveau global de la population chinoise. Alors, il y a effectivement un effort qui est fait du gouvernement pour essayer de trouver un moyen de doter, entre guillemets, les citoyens. On ne sait pas à quelle fin, on ne sait pas avec quelle sévérité. Tout ça relève du procès d'intention. Tout ce qu'on a vu avec les caméras, avec le vert, le rouge, la reconnaissance faciale et tout ça, ça c'est rien de plus que ce qu'il y a à Levallois-Perret ou à Nice. C'est-à-dire que vous traversez, vous grillez un feu rouge, votre plaque d'immatriculation est prise et vous recevez la contravention dans le courrier. C'est rien de plus. Après, ça a été une manipulation médiatique. J'ai vu quelques reportages sur la chaîne parlementaire, enfin des choses qui sont des mensonges éhontés, qui ont été démontés d'ailleurs par des gens, par des auditeurs, où on leur a dit, mais là, vous trichez, vous dites que c'est un crédit social, mais c'est une société privée qui note ses consommateurs. Évidemment, il n'y a aucun droit de réponse qui a été fait. Voilà. Donc, si vous voulez, le crédit social chinois fait très peur parce qu'il y a toute cette hystérisation du débat dans les médias occidentaux. Moi, ce que je dis dans mon livre et que j'essaye d'argumenter un petit peu plus dans mon article, c'est qu'on a la même chose en Occident. Depuis très longtemps, le crédit à la consommation en Occident, ça fait plus de 100 ans que ça existe aux États-Unis. En France, c'est pareil. On a vu très bien pendant le Covid ou pendant les Gilets jaunes, ces espèces de partenariats public-privé où, par exemple, aussi les élections américaines, où on a vu effectivement Twitter qui coupait le sifflet à toute l'opposition ou qui coupait le sifflet au président américain. Si vous voulez, le crédit social et la surveillance technologique, ça existe en Occident de la même manière, mais c'est aux mains des sociétés privées en partenariat avec le gouvernement. Donc, on ne sait pas dans les mains de qui c'est, on ne sait pas comment c'est utilisé. On se retrouve banni de son compte Twitter, de son compte YouTube, on ne sait pas trop pourquoi. On a enfreint les règles de la communauté, mais enfin, on ne sait jamais trop de quoi il s'agit. Alors qu'en même temps, il y a un effort en Chine qui est fait, là, ça fait un an et demi, je crois, où il y a une loi qui vient d'être passée sur la protection des données personnelles des consommateurs chinois vis-à-vis on va dire, des GAFAM chinois. C'est-à-dire que les sociétés comme Alibaba, Tencent, Kuaishou, des choses comme ça, ne peuvent plus utiliser les données personnelles des consommateurs chinois de la façon qu'elles le veulent. Il y a une très, très forte protection. À regarder dans le détail, je ne me suis pas plongé dedans, mais je pense que là encore, les Chinois vont réussir à dépasser ce qu'on fait en Occident en termes de protection des données personnelles. Ça peut sonner très anti-intuitif, contre-intuitif en Occident de se dire qu'il va y avoir plus de protection du consommateur en Chine qu'il y en aura en Occident. Mais enfin, les Chinois n'ont pas fini de nous surprendre. Je pense que cette peur du crédit social à la chinoise, de la caricature, hein, parce que vous venez de nous en faire la démonstration, elle se nourrit aussi
je veux dire, d'une appréhension devant une évolution générale des sociétés numérisées. Hein. Je pense que, bon, il y a tout un tas de choses qui sont parfois préoccupantes. Vous allez sur un réseau social quelconque, ou bien vous faites une recherche sur Internet pour tel ou tel article, et ensuite, pendant 3 semaines, vous êtes bombardé de publicités sur ce que vous avez visité, quoi. Donc, sur les produits dont pour lesquels vous avez manifesté un certain intérêt. Euh, le crédit social en Occident, il est costaud, il existe. Vous faites un chèque sans provision, terminé. Hein. Exactement. Vous faites des manifestations contre monsieur Justin Trudeau, on vous bloque vos comptes bancaires. Hein. Vous voulez un logement. Il y a eu une anecdote à Paris il y a quelques jours. Il y a un logement qui a été mis, un petit studio de 11 mètres carrés qui a été mis en location. Petite annonce, il y a eu 750 demandes, 750 personnes. Hein, et là, hein, si vous voulez louer quelque chose, là, c'est du contrôle social approfondi. Hein. Il faut que vous annonciez quasiment le code génétique de votre arrière-grand-mère. Hein. C'est invraisemblable. Donc, le contrôle social, il se déroule, et vous avez raison, privé, hein, segmenté. Donc, oui, bien sûr, il y a Et du puis contrôle. après, il faut voir aussi qu'en France, par exemple, il y a des plateformes, là aussi publiques-privées, ou qui sont complètement financées par le gouvernement. Je pense à la DILCRA, je pense à la plateforme Pharos, hein, qui sont des plateformes de délation publique Oui, sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. absolument. Il y a aussi le traitement des antécédents judiciaires, hein, dont on ne sait pas qui est dedans et pourquoi il est dedans et qu'est-ce qu'il y a dedans et qui va le voir. On a vu les scandales récemment de certains membres des forces de l'ordre qui allaient taper dans les fichiers justement des antécédents judiciaires pour les vendre à des hommes d'affaires pour l'utilisation contre d'autres personnes. Donc là encore, je veux dire, on a de leçons à donner à personne. Et je pense que étant donné que la Chine a ce contrôle gouvernemental qui est beaucoup plus serré, je pense que quand il y aura un contrôle, un crédit social qui sera mis en place en Chine, il sera beaucoup plus, on va dire, juste et impartial que ce qui sera en Occident. Il y aura beaucoup moins de dérives qu'en Occident. Eh bien, dites donc, j'espère que nos spectateurs vont bien noter ça parce que, voilà, c'est pour ça que c'est important d'aller voir ce qui se passe. Je vous remercie encore parce que, bon, plus vous êtes assez affirmatif et puis personne ne peut vous contester votre expérience un quart de siècle, c'est pas mal Mmh. quand même. Donc, alors, justement, on est là sur euh, une propagande anti-chinoise. Et vous avez dit, et vous nous dites, ça marche. Ce pays, ça marche. Ils ont sorti 1,3 milliard de personnes de la pauvreté, de la famine. Je crois que la dernière grande famine, c'est le grand bond en avant. Hein, qui avait peut-être, je dis peut-être, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a donc aujourd'hui encore de la pauvreté, je l'ai vu dans les campagnes, etc. Nous, on a été voir. Hein, mais à côté de ça, vous avez effectivement une société high-tech. Hein. C'est tout à fait impressionnant. Donc, qu'est-ce qui explique cette hostilité euh, de l'Occident, cette violence de la propagande, parce qu'elle est violente, cette propagande, dans le mensonge. C'est pas facile lorsque vous connaissez les choses, lorsque vous essayez de comprendre, lorsque vous allez vous balader sur la presse internationale, merci les logiciels de traduction, hein, et que vous voyez le niveau, j'allais utiliser un mot, mais rustique, quoi, de cette propagande. Pourquoi est-ce que la propagande anti-chinoise est à ce point violente? Est-ce que c'est une des raisons qui est avancée par une de mes amies, c'est de dire c'est parce qu'en fait le système chinois marche, il fonctionne. Et ça, c'est difficile à accepter pour l'Occident. Effectivement, alors je pense qu'il y a deux volets dans cette réponse, dans la réponse à votre question. Le premier, vous y avez fait référence dans votre question précédente en parlant du racisme. Il y a un racisme évident que je vois dans énormément de commentaires qui se veulent pro-démocrates, qui se veulent pro-liberté,
mais qui en réalité, être anti-chinois ou anti-russe, c'est bien, c'est pratique parce qu'on peut se dire, non, mais je ne suis pas anti-chinois ni anti-russe, je suis pro-démocratie. Donc ça permet de dire toutes les horreurs, de raconter n'importe quoi sur les Chinois et sur les Russes, parce qu'on dit, non, mais en fait, je suis un amoureux de la liberté. Et ils n'en ont pas, donc je les critique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est que le modèle marche. Et qu'est-ce que ça veut dire que le modèle marche? C'est-à-dire que la Chine, elle s'est développée tellement rapidement qu'on disait en 78, c'est devenu l'atelier du monde. Donc, ils ont commencé avec les t-shirts et les baskets. Et puis, très rapidement, c'est passé aux ordinateurs. Et puis maintenant, ben, c'est eux qui ont racheté les leaders mondiaux du robot industriel. Et maintenant, ils sont en train de passer à la phase suivante, qui est en fait la phase où ils vont réinventer les standards industriels. C'est-à-dire qu'en fait, la Chine, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 40 ans que c'est le premier payeur de royalties de standards industriels, tous les brevets, les choses comme ça. Premier payeur. Et les Chinois se sont dit, non, attendez, c'est un peu fort de café parce que nous sommes non seulement les producteurs, mais maintenant, nous sommes les innovateurs. Donc, on ne vous demande pas encore de nous payer des royalties, mais en attendant, on va déjà arrêter de vous les payer. Et ça terrorise l'Occident parce que c'est une manne qui tout d'un coup va s'arrêter. Donc, sous couvert d'amour de la liberté et de la démocratie, c'est en fait une basse question de gros sous. Et on se rend compte que la Chine est en train, et d'abord c'est le premier déposeur de brevets au monde depuis 4 ou 5 ans déjà, ce qui est à dire que la Chine est tout à fait en mesure maintenant d'aller taper à la porte des grandes sociétés occidentales et de regarder un petit peu à quoi se résume leur innovation et de voir si ça ne relève pas d'un brevet chinois, justement. Donc c'est ça le problème, c'est qu'en fait la table est en train de s'inverser et que de payeur, la Chine pourrait très rapidement devenir le créditeur de l'Occident. Donc ça fait peur et pour empêcher que ça arrive, eh ben, on allume des contre-feux dans tous les sens, à parler du Xinjiang, de Hong Kong, de l'environnement, de tout ce que vous voulez. Donc, effectivement, la globalisation comme forme moderne de la domination occidentale, c'est une expression que j'avais utilisée dans un article il y a un an, au moment après le 24 février, c'est dû le publier le 25 ou le 26, où j'ai dit c'est peut-être, sinon probablement, le 5 siècles qui viennent de s'inverser et le déclin de l'Occident ou la perte de la maîtrise occidentale du monde est enclenché, quoi. Donc ça va changer. Alors, Et c'est là qu'on voit le racisme à nouveau, effectivement, quand vous dites qu'il y a ce renversement maintenant qui s'enclenche, c'est-à-dire que immédiatement, les médias occidentaux embrayent en disant, mais regardez, c'est la Chine qui est revancharde et qui se venge de son siècle d'humiliation, alors que pas du tout. Et la Chine le dit dans toutes les conférences de presse internationales. Et je crois que d'ailleurs, M. Bouchaillet, que vous avez interviewé, le disait dans une de ses entrevues, disait, mais il peut y avoir 2 moteurs de croissance dans le monde, c'est beaucoup mieux pour la planète que s'il n'y en a qu'un. Or, ce qu'essaient de faire les États-Unis, c'est d'empêcher l'ascension de la Chine en disant mais c'est nous, les États-Unis, qui sommes le seul moteur de croissance du monde. Or, on voit que le modèle est cassé. Il ne peut plus y avoir de modèle ça ne peut plus être un moteur de croissance à partir du moment où il y a plus de production industrielle, ni en Europe, ni aux États-Unis. Mais malgré ça, l'Occident veut empêcher l'émergence de la Chine comme moteur de croissance internationale. alors ça, on va en parler. C'est une des questions qu'on va aborder. Avant, j'aimerais qu'on parle un petit peu on parle de la propagande, hein. Il y a une grande offensive contre la Chine depuis 15 jours, 3 semaines, disant la Chine est au bord de l'effondrement économique. Alors, ce n'est pas la première fois. Hein. Je ne sais plus quel Non. était ce prix Nobel d'économie. Je sais bien que ça n'existe pas, le prix Nobel d'économie, mais enfin, peu importe. Hein, américain qui disait en 2003, puis après en 2010, puis après. Bon, et donc, il y a des internautes qui s'amusent à montrer les couvertures des magazines de l'époque, hein, des Capital, des Challenge et compagnie. Et puis bon, donc, mais là, cette fois-ci, la sortie de la politique stricte sur le Covid se passe mal, chômage de ceci, chômage de cela, etc. Et il y a toute une grande offensive sur la situation économique chinoise. Alors là, je vous demande votre avis. Moi, je n'ai pas les compétences me permettant de faire un travail critique, hein, sur ce qui est avancé à longueur d'articles, de statistiques, de tableaux. Si vous voulez, Qu'est-ce qui se passe en Chine?
La reprise économique, effectivement, est très décevante par rapport à ce qui avait été annoncé par le gouvernement chinois, mais aussi annoncé par les grandes banques d'investissement occidentales. JP Morgan avait fait les mêmes prédictions de croissance chinoise de 5%, 5,1%, puis ils les ont revus à 6,3%, et puis ils les ont remis à 5,5%. Donc on voit que de toute façon, même les grands acteurs économiques occidentaux et financiers avaient prédit une reprise rapide de la croissance chinoise à la sortie de la politique zéro Covid. Bon, comme souvent les économistes, ils se trompent sur leurs prédictions, c'est quasiment c'est une constante. Mais effectivement, donc, au niveau de l'économie chinoise, c'est très lent. Il y a énormément de problèmes à régler. Il y a le problème de l'immobilier qui n'a toujours pas été réglé, qui prend du temps à régler. Effectivement, en plus des difficultés qu'a la Chine, bon, mais la Chine est toujours à 5,5% de croissance. Après, bon, il y a des sons de cloche différents. On dit c'est plus proche de 3,5 ou 4 que de 5. Très bien, mais enfin, s'il y avait un État occidental qui, depuis 10 ans, avait 3,5 ou 4% de croissance, on en entendrait parler dans tous les journaux. Bon, nous, on est entre 0 et 1 en Occident depuis 10 ans. Donc, la Chine est toujours en croissance, mais si vous voulez, habitué depuis 20 ou 30 ans à une croissance à deux chiffres, forcément, quand on descend à 5%, on sent le ralentissement, on sent le vent On sent le contraire. coup de freinage, oui. Voilà, voilà. Donc, et ça, c'est réel. Il faut pas il y a pas besoin de raconter. On va dire, il ne s'agit pas de dire que la Chine, tout se passe bien et ça reprend comme en 40. Il y a des vraies difficultés. Il y a beaucoup de méfiance aussi. C'est pas qu'il y a tellement de difficultés économiques, c'est que les gens sont très dubitatifs sur l'économie mondiale. Donc, quand on voit ce qui se passe dans le reste du monde avec l'Ukraine et les disruptions de la chaîne d'approvisionnement mondiale, c'est vrai que même les investisseurs chinois, s'ils ont les moyens d'investir, ils sont très prudents et ils ne le font pas tout de suite. Et ça, dans beaucoup de mes discussions, ils sont tous à me dire on est prêt, on cherche les opportunités, mais à un moment ou à un autre, c'est tellement lié à l'économie mondiale qu'on se dit c'est pas le bon moment d'y aller, quoi. Donc, et en plus de ça, il y a tout ce travail qui est fait par les États-Unis et par l'Europe de façon on va dire très ouverte, euh, de ce qu'ils appellent découplage de l'économie avec l'économie chinoise. Ensuite, on a Bruno Le Maire qui nous dit ah, mais les Américains sont méchants, le découplage c'est brutal, nous ça va être plutôt du dérisquage. Enfin, il y a une espèce de sabir économique qui est en train de se mettre en place. Ça veut rien dire. Moi, je connaissais pas, je ne sais même pas si ça existe dans un dictionnaire, dérisquage. Enfin bon, voilà. Toujours est-il que ce Mais serait dit, en fait, attendez, Laurent, Bruno Le Maire est un titre. Hein, si on attache la moindre importance à ce qu'il raconte, hein, y compris vous avez raison, entre deux selfies de ses vacances, il invente des mots. Oui, oui, bien sûr. Bon, voilà. il devait Et en mettre plus que, l'économie russe à genoux. Bon. Mais voilà. sur la Ce que réalité veut de la dire situation chinoise, ce que vous nous dites est important, quoi. C'est-à-dire oui, que ça va pas bien, c'est une déception. Le gouvernement chinois a publié les chiffres en disant c'est plus lent. Le président Xi Jinping s'est adressé publiquement aux Chinois en disant merci d'être patient, ça ne sera pas aussi rapide que ce qu'on l'avait dit. Voilà. Mais si vous voulez, il y a un tel effort à l'étranger, en Occident, qui est en fait le premier client de la Chine. Hein. Le premier client de la Chine jusqu'à récemment, c'était l'Union européenne. Mais comme il y a cet effort de dérisquage et de découplage qui sont en fait du langage codé pour dire déciniser en fait la chaîne d'approvisionnement chinoise, forcément, de facto, la reprise chinoise est beaucoup plus lente. Ce qu'on voit en même temps, c'est que pendant ces années Covid, l'Europe a perdu sa place de premier partenaire commercial de la Chine. Alors, Monsieur Le Maire s'en réjouit peut-être, mais c'est passé à l'ASEAN. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui est en train de se passer, c'est que la Chine, comme au temps de sa grandeur impériale, son premier partenaire commercial, c'est ses partenaires géographiques, enfin ses voisins géographiques. Donc maintenant, le premier partenaire commercial, c'est l'ASEAN. C'est plus les États-Unis, c'est plus l'Europe. Donc ça fait que de facto, la Chine et son environnement vont devenir, c'est là que la croissance mondiale est en train de se déplacer. Alors, justement, mais c'est très intéressant de partir de là pour la question suivante. C'est la question du rapport de la Chine au monde. C'est-à-dire que, effectivement, moi, dans mes contacts, dans mon voyage, je n'ai pas eu le temps suffisant
pour me mettre à la place des Chinois, en discutant avec eux, en recueillant leur point de vue sur la façon dont ils voyaient le monde. En ce qui concerne la France, j'ai pu comprendre qu'ils étaient surpris d'un certain nombre de choses, y compris qu'ils en avaient une image particulière. Et donc, je me rappelle souvent cette anecdote de Malraux, qui avait été envoyé par De Gaulle au moment de la reconnaissance, qui avait été envoyé donc par De Gaulle et qui a rencontré les Chinois. Il a rencontré Mao et il a rencontré Chou Enlai. Et donc, il discutait avec Chou Enlai et, paraît-il, alors je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais j'adore cette histoire parce que ça raconte effectivement notre difficulté à appréhender la Chine et ça raconte un peu sur la façon dont il nous voit. Et donc, Malraux demande à Chou Enlai, mais que pensez-vous de la Révolution française? C'était en 1965. Et Chou Enlai a répondu, il est trop tôt pour en parler. Donc, je trouve ça mais extraordinaire, quoi. C'est le rapport au temps, le rapport à la civilisation, enfin tout ce que ça disait. Et en même temps, ils savaient pas, les Chinois, en plus, Xu, il a milité en France, Deng Xiaoping, il était à Montargis. Hein. J'ai un ami dirigeant de la CGT, qui avait récupéré la lettre de licenciement de Deng quand il était chez Hutchinson, hein, à Oui. Montargis. J'ai connu dans mon jeune temps, puisque j'étais l'avocat de la ville de Chalette, qui était la banlieue ouvrière, et puis celle de Montargis aussi, des gens qui les avaient connus. Mais ils sont tous morts maintenant, et vous imaginez, non, c'était assez amusant. Alors, le rapport au monde, l'Asie, l'Occident, enfin, comment est-ce qu'ils nous voient? Enfin, Comment est-ce qu'ils nous voient? et les autres, pas seulement l'Occident, hein, comment est-ce Oui, oui. qu'ils leur rapport au monde? Bah, si vous voulez, la Chine, enfin, les dirigeants chinois l'ont dit à plusieurs reprises, à tous les niveaux, aussi bien Xi Jinping que ses ministres des Affaires étrangères successifs, ont dit la Chine ne, ne peut pas prospérer si le reste du monde ne prospère pas. Ça, c'est une grosse différence avec l'image impériale qu'on connaît, qui était que la Chine était le centre du monde et que puis les relations étaient avec le reste du monde étaient des relations de vassalité ou on va dire, d'indifférence. Là, la Chine a appris, on va dire, de son histoire et elle sait que, et c'est là qu'on voit qu'elle ne se place pas en porte-à-faux avec l'Occident ni avec le mouvement de mondialisation. La Chine est complètement intégrée dans la mondialisation et son projet des nouvelles routes de la soie, donc le Belt and Road Initiative, c'est un projet justement d'intégration de la Chine dans le monde. Euh, et enfin, la raison pour laquelle, là encore, les médias occidentaux critiquent ce projet en disant c'est un piège de la dette pour les États qui s'y associent, c'est qu'en fait, la Chine en fait, développe ses relations avec des pays, avec enfin, tout ce qui est en fait, ce qu'on appelle le Sud global, donc tout le monde en développement, sur des critères d'égalité. En fait, on fait du commerce, vous avez besoin de ceci, on peut vous l'apporter en échange de quoi on a besoin de ça, et il n'y a y a pas besoin d'élire un gouvernement qui sera pro-chinois pour ça. Il n'y a pas besoin non plus comme le fait l'Occident, dans toutes ces discussions maintenant diplomatiques, il faut que le pays en question ait un festival, une gay pride ou des droits spéciaux LGBT. Voilà. La Chine, si vous voulez, ne donne aucune condition à la coopération, ni à son aide au développement. Donc, évidemment, pour un pays africain ou un pays asiatique ou sud-asiatique, c'est très intéressant parce qu'ils peuvent on peut enfin parler à des gens qui ne leur font pas la leçon et qui ne leur donnent pas des conditions qui sont, on va dire, anti-civilisationnelles pour eux. Donc le rapport de la Chine au monde est beaucoup plus sain. On voit que au niveau des institutions internationales, la Chine est à l'avant-garde de ce projet de réforme des Nations Unies, notamment au Conseil de sécurité, puisque le Conseil de sécurité, on le sait, c'est 5 membres qui sont sortis vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale et qui étaient tous détenteurs de la bombe atomique. Mais enfin, ça, c'est un petit peu anachronique parce que maintenant, la Deuxième Guerre mondiale, ça fait longtemps. Puis la bombe atomique, le club s'est considérablement élargi depuis.
Donc, il y a un mouvement au sein de l'ONU pour faire rentrer des nouveaux membres au Conseil de sécurité. Alors, l'Occident essaie de garder la main, entre guillemets, en disant oui, il n'y a pas de problème, on va l'élargir, mais à chaque fois, c'est l'Allemagne, le Japon et la Corée. Donc, Oui, oui, bien sûr. c'est le G7. Voilà. Et la Chine dit non, mais attendez, ça serait peut-être mieux de faire ça avec des pays, Nigeria, Brésil, Argentine, des choses comme ça. Et la Chine est vraiment à l'avant-garde de ce mouvement. De facto, comme elle est au Conseil de sécurité, en proposant ça, elle dilue une partie de son pouvoir de veto, des choses comme ça, mais elle est prête à le faire justement dans un souci de plus d'égalité. Et en fait, on voit qu'elle a déjà réussi ce type de bataille à l'OMC, où en fait, elle est rentrée à l'OMC en 2001 quasiment de force, elle est rentrée dans des conditions ultra désavantageuses. Il faut voir que la Chine, on lui a dit, elle a fait acte de candidature, je crois, à la création de l'OMC en 94. Elle a été acceptée en 2001. On lui a dit, vous avez 7 ans pour faire baisser vos tarifs de 90%. Ça n'avait jamais été demandé à aucun État avant. Le Brésil, on lui a demandé 30% de réduction, l'Inde 48%. La Chine, on lui a dit, vous avez 7 ans pour réduire de 90%. Et il y avait beaucoup d'observateurs internationaux qui disaient à l'époque, ils disaient, mais quel intérêt pour la Chine de rentrer dans l'OMC parce que c'est que des contraintes et les avantages, on les voit pas pour l'instant. Et les Chinois disaient, c'est une bataille qu'on peut gagner. Et effectivement, par tout ce qui est, enfin, en fait, les Chinois sont rentrés dans l'OMC et ont commencé à faire des procès aux États-Unis notamment, par le biais du mécanisme de règlement des différents, enfin des contentieux juridiques internes à l'OMC, qu'ils ont gagné. Ils ont gagné 4 ou 5 énormes procès sur des produits du style on va dire les pneus ou les pièces détachées d'automobiles. C'est des procès qui ont été très retentissants, que la Chine a gagné, si bien que finalement, maintenant, c'est les États-Unis qui seront plus intéressés par l'OMC parce qu'il y a une jurisprudence qui a été établie par la Chine dans l'OMC qui fait que maintenant, c'est beaucoup plus juste que ce que ça l'était en 2001. Et donc, ben, forcément, les États-Unis, ça ne les intéresse plus. Et en fait, c'est ce que la Chine a l'ambition de faire aux Nations Unies. Alors, on critique souvent les Nations Unies en disant ah ben maintenant, c'est un outil du mondialisme occidental et tout ça. Ce qui est vrai, ça a été dévoyé de sa mission première, mais la Chine est très attachée aux principes de base des Nations Unies, hein, on va dire à la conception westphalienne des relations internationales, et donc essaye avec la Russie de ramener l'ONU à sa mission première et que ce soit vraiment une plateforme pour le multilatéralisme. C'est fondamental, ça, je crois, hein, c'est ma vision. C'est-à-dire que, comme par hasard, chez nous, en Occident, la propagande est en train de dévaloriser l'ONU très rapidement. Alors, l'ONU se dévalorise toute seule, hein, Guterres. C'est-à-dire que il faut que les organismes internationaux, tous, sportifs y compris, CIO, FIFA, ils soient dominés par l'Occident. À partir du moment où ils ne sont plus dominés par l'Occident, il y a un problème. Il y a un Oui, problème et on commence à... Donc, alors, bon, je ne sais pas ce que va devenir le CIO. Moi, j'aimerais bien qu'il explose parce que, je veux dire, c'est ridicule. D'abord, ce sont devenus des machines à fric épouvantables, enfin, où la corruption règne partout. Mais clairement, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Alors, est-ce que ce sera par la destruction de certaines de ces instances publiques ou privées, ou bien est-ce que ce sera par une rénovation? Je ne sais pas. Concernant l'ONU, la question la question du Conseil de sécurité, effectivement, on voit bien l'Occident qui dit il faut mettre le Japon, il faut mettre l'Allemagne, des membres du G7. Hein, ouais, donc, que nous, on soit majoritaires, les Occidentaux, et là, on supprime le droit de veto. Ben voyons. Alors que le droit de ouais. veto est fondamental. Il a été fondamental pour assurer le fonctionnement de cette structure. Il n'y aurait pas eu le droit de veto. L'ONU serait morte comme la SDN. Hein. Ça, c'est tout à Ouais. fait clair. Non, non, ce sont des choses très intéressantes. Alors, je vais aborder maintenant, je vais vous poser la question qui fâche chez nous, hein, sur la propagande, au travers de la question du rapport de la Chine avec les pays
musulmans, qui ont l'air d'être excellents, alors qu'il y a la question des Ouïghours. Alors, qu'est-ce qui se passe au Xinjiang? Je me prononce sûrement très mal. Ah, oui, je signale que Laurent Michelin parle chinois, hein. C'est bravo parce que c'est pas, je pense, quand on est de culture latine, ça va pas être facile de se mettre au chinois. Mais donc, voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire de génocide de Ouïghours et les vaticinations de Monsieur Raphaël Glucksmann? Alors, le génocide ouïghour, on va déjà commencer avec quelques faits. Les Ouïghours sont passés de 5 à 12 millions en l'espace de 20 ans en population. Je pense que les Indiens d'Amérique auraient aimé être génocidés de cette manière-là. La deuxième chose, c'est que les Ouïghours, en tant que minorité ethnique en Chine, euh, avait une exemption sur la politique de l'enfant unique depuis sa création en 1959, je crois. C'était donc les minorités ethniques n'étaient pas soumises à la politique de l'enfant unique. Donc là aussi, quand on essaie de génocider un peuple, mais qu'on lui permet d'avoir plus d'enfants que son propre peuple, je sais, ben j'arrive pas à comprendre la logique de l'utilisation du mot génocide. Donc, ce qui s'est passé dans la région, si vous voulez, il faut remonter, on va dire, à à l'Afghanistan, en 1900, enfin, dans les années 70. C'est-à-dire que Brzezinski, qui était à l'époque le conseiller spécial de Carter, a avoué dans un de ses livres qu'il a écrit avant de mourir que la CIA était en Afghanistan 6 mois avant l'entrée de la Russie en Afghanistan, a entraîné les Moudjahidines. Et le jour où la Russie est entrée, Brzezinski a dit à Carter, ça y est, on leur a donné leur Vietnam russe. Donc, on voit très bien que l'Asie centrale, l'Afghanistan en particulier, de par sa position géographique, c'est l'endroit idéal pour créer, on va dire, de toutes pièces, un mouvement djihadiste, parce que ça va être une épine dans le pied aussi bien pour la Chine que pour la Russie, et pendant très longtemps. Donc, c'est effectivement ce qui s'est passé. Les Russes sont partis d'Afghanistan. Et à partir de là, comme par hasard, un beau jour de 1988, se crée au Xinjiang un mouvement pour l'autonomie du Turkestan, du Turkestan oriental chinois. Il faut savoir que le Xinjiang fait partie de l'Empire chinois depuis au moins 400 ou 500 ans. Là, excusez-moi de ne pas être précis historiquement. Ce que je sais, c'est que l'armée impériale de la dynastie des Ming envoyait ses troupes ouïghours mater des réelles insurrections de minorités ethniques au Guangxi et au Guizhou. Donc, il faut savoir qu'en fait, les Ouïghours, c'était le marteau de l'armée impériale Ming sur les autres minorités ethniques. Donc, nous dire que les Ouïghours ont toujours voulu être indépendants, c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, en 1988, il y a ce mouvement qui est créé, qui sort de nulle part. Et à partir de là, du terrorisme, comme on en a connu en Occident, des Ouïghours qui font sauter des autobus, qui poignardent des gens dans des gares, aussi loin que Pékin et Canton, hein, c'était vraiment dans tout le pays. C'était en train d'échapper complètement au contrôle du parti. Et donc, il y a eu une mise à pied où effectivement le gouvernement chinois a compris très rapidement que le terreau de ce terrorisme, c'était d'abord la frontière poreuse avec l'Afghanistan. Donc ça a été réglé. Et également la pauvreté dans le Xinjiang. Donc très rapidement, il y a eu un effort de développement de l'économie parce qu'à partir du moment où les gens, un, parlent chinois, ce qui n'était pas le cas avant, c'était des citoyens chinois mais qui ne parlaient pas chinois. Deux, ont un travail, il y a beaucoup moins de raisons de se radicaliser et d'aller poignarder des Han. Donc ça a été petit à petit, ça a été mis en place. Il y a eu effectivement des camps des camps, si on va appeler ça des camps de déradicalisation qui existent, où, comme je disais, on apprenait aux gens le chinois, on leur apprenait un métier. Il y a également l'islamisme qui a été mis sous contrôle, c'est-à-dire qu'il y a des caméras dans les mosquées où on surveille le contenu des prêches pour éviter que ça sorte de la religion. Donc, il y a un vrai travail qui a été fait. Mais par contre, tout ce qui a été raconté dans la presse occidentale sur la stérilisation forcée,
les massacres, les camps de concentration et tout ça, ça, bon, on a compris, c'est le vocabulaire des années 30 et c'est fait pour pour déclencher un réflexe pavlovien chez l'occidental de base qui se dit que tout ça y est, c'est le retour du nazisme. Alors, qu'est-ce que, Laurent, vous nous dites déradicalisation, surveillance des prêches extrémistes, etc. Mais c'est horrible. Hein, c'est ce que 80% des Français souhaiteraient qu'on mette en place. Hein. Voilà, ben voilà. Donc, Ouais. bah oui, les horribles Chinois. Bon, alors, on a parlé tout à l'heure de l'économie et de la propagande contre la Chine. La propagande sur la question des Ouïghours est un petit peu, elle est un peu retombée. Hein, on n'en entend plus Oui, beaucoup parler. Il y a eu pas mal de gens qui sont intervenus. Puis il y a un problème, c'est que les pays musulmans avec lesquels exactement. la Chine entretient, et c'était le début de ma question, hein, ça a l'air Exactement. d'aller entre l'Arabie Saoudite et la Chine. Mais ces pays-là ont envoyé des délégations, hein, l'Arabie Saoudite, la Malaisie, le Pakistan, ont envoyé à répétition des délégations pour justement contrôler ce qui se passait au Xinjiang et voir si des musulmans étaient maltraités par les Chinois. Et tous ont dit, mais on n'a pas vu ce que raconte la presse occidentale et on n'a pas vu de musulmans qui sont maltraités. Mais ça ne suffit pas, parce que pour les médias occidentaux, ça, c'est la preuve que les élites des pays musulmans sont corrompues et elles ont tellement d'affaires avec la Chine qu'elles ferment les yeux sur le génocide des Ouïghours. On en revient toujours là. Et si vous voulez, le Haut Commissariat aux réfugiés donc de l'ONU a envoyé sa présidente à l'époque, Madame Bachelet, qui est rentrée elle aussi en disant mais j'ai pas vu ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a dit dans la presse. Elle a été débarquée le lendemain et remplacée par un Autrichien qui lui est tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a un génocide au Xinjiang. Si vous voulez, il y a un mois encore, il y a une délégation. Alors ça, moi, ça me désole que ça se passe pas en France, mais ça s'est passé au moins en Allemagne. Il y a 4 professeurs, alors des sinologues allemands de très grande réputation, donc des gens qui ont quand même une carrière à perdre et une réputation à perdre. Ces gens-là sont partis sur leurs deniers personnels en Chine au Xinjiang l'été dernier et ont rédigé un rapport dont ils ont publié un extrait dans un journal de Zurich en disant en disant il y a eu des problèmes au Xinjiang, il y a des écoles de réinsertion, des camps de déradicalisation, et maintenant il n'y a plus de problème au Xinjiang. Et ces gens-là ont été attaqués sur les réseaux sociaux de la même façon que si c'était des gens qui n'avaient aucun droit à la parole sur le sujet, alors que ce sont des gens qui étudient la Chine depuis 5 décennies et qui sont allés sur place. Donc en fait, c'est une conversation dans laquelle on ne peut pas raisonner parce que la conclusion avec laquelle tout le monde doit être d'accord, le prédicat, c'est il y a un génocide au Xinjiang. Si vous ne le voyez pas, c'est que on vous a promené dans des endroits qu'on voulait vous montrer, mais on vous a caché les endroits où ça se passe. Voilà. Ben, c'est exactement comme mais c'est grave. C'est exactement comme l'analyse du conflit en Ukraine. Dès que vous essayez de partir du réel, que vous dites, mais écoutez, il se passe ça, propagande de Poutine. Et c'est poussé à un extrême. Moi, j'ai très, très mal vécu l'incident, la séquence horrible du Parlement canadien. Hein. Bon, j'ai un rapport particulier à la Deuxième Guerre mondiale et à la Shoah. Bon, quand je vois ce qui s'est passé, c'est-à-dire que cette duplicité est de façon très consciente. Quand ils disent on ne savait pas, c'est une blague totale. On ne savait pas qui c'était, ils savaient très bien qui c'était, mais ils sont prêts à les utiliser, comme disait le père de Trudeau, à qui on disait oui, mais vous avez recyclé d'anciens nazis, mais au moins ils sont anticommunistes, répondait-il. Hein, c'est Ah oui. cette réalité-là. Et qu'est-ce que dit Trudeau? Mais c'est inouï, je parle du fils là. Il dit oui, c'est très gênant. Et ce qui me trouble, c'est que c'est de la propagande russe. Attends, Russe. de quoi tu parles là? De quoi tu Mm. parles? C'est pas. Alors maintenant, ils ont fait une connerie qui raconte ce que je viens de dire, hein, mais si on en parle, c'est que on fait de la propagande russe. Donc c'est devenu. Non, mais Laurent, c'est ça, c'est de la maladie mentale. Au bout d'un Et moment, c'est de la maladie mentale. ça Hein. atteint un niveau de cynisme qui est, enfin, on se demande comment en Occident, où on se croyait civilisé et on se croyait démocrate dans l'âme, on a quand même un membre du Congrès américain qui est pris en vidéo
en réunion avec Zelensky et lui dire: les Russes sont en train de mourir grâce à vous, notre argent n'a jamais été aussi bien dépensé. Un membre du Congrès américain qui dit ça à Euh, Zelensky. Oui, Attends, c'est comment est-ce qu'il c'est c'est ce sénateur ignoble. Oui, 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 mais zut, bon, je l'ai encore vu ce matin. Bon, Richard Branson a fait pareil. Hein. Richard Branson ouais. est allé à Kiev, hein, l'oligarque, hein, en disant ah, c'est bien, continuez, continuez. Hein, les Ukrainiens se battent et meurent, ça nous évite de le faire. Textuel. Non mais attendez. Oui. Hein, Là, les masques voilà. tombent. Ouais. Oui, mais les masques tombent, mais bon, les C'est pas populations beau derrière. Mm. européennes sont un peu anémiées, moi, pour mon goût, hein, pour mon goût. Mais bon. Mm. Alors, dites-moi, vous avez dit, et je vous propose qu'on en termine là, mais c'était passionnant, et je suis désolé, mon cher Laurent, mais je vous relancerai, hein, parce que non, 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 mais Avec attendez, plaisir. c'est extraordinaire. C'est très difficile de trouver chez nous une information de cette nature avec cette spontanéité, puis surtout ce vécu. Alors, euh, euh, on nous dit piège de Thucydide, une grande puissance déclinante peut-être, et puis une nouvelle qui arrive, ce sera l'affrontement, la guerre mondiale, on va se jeter des bombes nucléaires sur la tête. Euh, je me dis, mais pourquoi est-ce que les États-Unis disent et présentent ça comme un casus belli de ne plus être les premiers, hein, et interdisent à la Chine son développement? Interdisent à la Chine son développement. Je profite pour dire un petit mot, mais je vais écrire un article sur deux aspects, sur l'échec du néolibéralisme, y compris dans la préparation du conflit, parce qu'il n'y a plus d'industrie de défense, il n'y a plus d'armée digne de ce nom. Nous, on a 8 jours de munitions, etc. Donc, que j'intitulerai, parce que j'aime bien l'expression, le néolibéralisme dans le couloir de la mort. Hein. Et puis, comment le Sud global est en train de devenir gaulliste. Parce que c'est extraordinaire ce que vous avez dit tout à l'heure sur la Chine. Vous dites, voilà, un pays, ils veulent pouvoir se développer, qui est chacun son identité, y compris que, bon, en ce qui concerne la Russie et en ce qui concerne la Chine, ce sont des États-civilisations aussi. Et l'Inde, n'en parlons pas. Hein. Mm. Donc, tout ça est éminemment respectable et à mon avis, riche. Bon, et donc, bon, ben, partout, la multipolarité, c'est du gaullisme d'une certaine façon. Il faut relire le discours de Phnom Penh, hein, du père de Gaulle. Hein. Le pays qui est aujourd'hui le moins gaulliste du monde, c'est la France. Bravo, merci les dirigeants. Bien, donc, euh, il faut empêcher, disent les Américains, suivis par leurs valets, il faut empêcher la Chine de devenir une grande puissance et éventuellement la première puissance économique du monde, ce qu'elle est probablement déjà. Bien. Donc, voilà, non, il ne faut pas. Comment les Chinois vivent ça et est-ce qu'ils se préparent à la guerre ou est-ce qu'ils considèrent qu'elle est inévitable? Alors, oui, il se prépare à la guerre, forcément, parce que quand on est face à une furie qui ne sera pas apaisée par le dialogue, qui ne sera pas apaisée par la raison, il faut se préparer au combat. Hein. Je veux dire, Poutine l'a compris. La guerre en Ukraine allait se passer quoi que ce soit, quoi qu'il se passe, malgré les accords de Minsk qui ont été signés et resignés et qui ensuite on nous a avoué, là encore de façon assez tellement candide que les bras m'en tombent, nous dire, enfin aussi bien François Hollande qu'Angela Merkel nous disent ouais mais c'était une blague, c'était juste pour gagner du temps et équiper l'Ukraine pour faire la guerre avec la Russie. Donc la guerre était inévitable. Euh, Poutine le disait souvent, il disait quand le combat est inévitable, il faut frapper le premier. C'est ce qu'il a appris dans les rues de Dans les Leningrad. rues. Et je pense que les Chinois ont la même, beaucoup plus de réticence à aller au combat parce que il y a tellement de propagande depuis 150 ans en Occident sur le péril jaune que le fait de déclencher un combat, ça serait de valider en fait cette idée du péril jaune. Donc les Chinois sont très réticents et c'est pour ça que je dis superpuissance. Enfin, c'est une des raisons pour laquelle je dis c'est une superpuissance réticente. Mais cela dit, le combat, il le prépare. Et c'est ce qui explique en fait le raidissement politique de la Chine depuis, on va dire, on le sent depuis une dizaine d'années, où effectivement on voit, on sent vraiment que Pékin, aux Jeux Olympiques de 2008, c'était la fête. Et puis en 2014, c'était plus la fête, quoi. 2014, vraiment devenu la capitale politique. Tous les gens qui n'ont rien à faire avec le gouvernement central
ont été plus ou moins poussés vers d'autres villes. Donc on sent vraiment vraiment la capitale impériale qui se resserre, les rangs se resserrent, l'armée est mise sous le contrôle du politique, parce que là aussi, il y avait il y avait des problèmes en termes de corruption et en termes de loyauté. Donc tout ça enfin, c'est toujours un travail qui est en développement, hein. On voit que le ministre des Affaires, le ministre de la Défense a disparu du radar depuis 3 semaines. On entend toutes sortes de rumeurs, on ne sait pas encore ce qui s'est passé, mais de toute façon, on sait très bien que c'est éminemment politique et qu'il faut vraiment que l'armée soit au garde à vous, prête à intervenir, ou que ce soit que les États-Unis vont démarrer, parce qu'on ne sait pas si ça va démarrer en Corée, à Taïwan, aux Philippines. Les États-Unis, enfin l'hégémon, entre guillemets, ce que j'appelle l'hégémon, prépare plusieurs départs de feu possibles. C'est ce qu'ils ont toujours fait avec les États qui ne leur sont pas soumis. Donc la Chine se prépare, mais la Chine ne le veut pas, c'est évident, tout simplement parce que c'est mauvais pour le commerce. Donc ça ferait que la Chine retournerait en arrière, alors qu'elle a tellement travaillé pour arriver où elle est. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement chinois n'a jamais hésité à rappeler à la population chinoise qu'elle sortait d'un siècle d'humiliation et que cette humiliation ne se reproduira pas. Donc, si combat il doit y avoir, il aura lieu, c'est sûr et certain. Je pense qu'il aura lieu de façon très restreinte au début. Je ne pense pas que les États-Unis ont la capacité de mener un combat aussi loin de leur base, de façon aussi intense que ce qu'ils le font en Ukraine, toujours en plus par pays interposés. On aura peut-être des très grosses surprises sur le Japon et la Corée, qui seront obligés d'intervenir du côté des États-Unis, mais à mon avis, ils le feront en traînant les pieds ou en le faisant de façon pas très efficace. Donc je pense qu'on aura des grosses surprises là-dessus, parce que la Chine ne va pas déménager et ce sera le voisin du Japon et de la Corée pour encore de très nombreuses années. Donc je pense que tous on va dire les valets de l'Empire américain dans la région, on leur tord le bras depuis 50 ans, ils font ce qu'on leur dit, mais quand il va commencer à falloir envoyer des troupes et à avoir des jeunes qui meurent sur le terrain, on va avoir des grosses surprises, je pense. Donc il y aura certainement des escarmouches en haute mer, un porte-avions qui va peut-être couler, deux, trois missiles hypersoniques qui vont être envoyés, juste pour que les États-Unis se disent, bon, il y a un os, on ne va pas plus loin. De toute façon, ce sera une victoire pour les États-Unis, parce que ça leur permettra d'activer médiatiquement leur histoire du péril jaune, et comme quoi la Chine est une puissance revancharde qui essaie de conquérir le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que ce ne sera pas une guerre de haute intensité. Après, cela dit, on voit ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine, et l'objectif apparemment, c'est que ce soit une guerre larvée pendant encore 10-15 ans. Ils nous l'ont annoncé, là, on en a pour jusqu'à 2035. Oui, mais ça, je pense que c'est une impasse. C'est une impasse parce qu'ils n'ont plus les moyens. Ils n'ont plus les moyens. Quand vous voyez, c'est pas un détail, c'est même très important. La crise du recrutement de l'armée américaine. Ils vont pas envoyer 15 000 boys se faire tuer par semaine. En Ukraine, hein, s'entend. Donc, il s'agit bien de ça, parce que non, je crois que il y a un vrai problème. Je crains plus la possibilité d'un dérapage. C'est-à-dire que plus on va aller, d'ailleurs, le problème de l'Ukraine, c'est comment est-ce que l'Occident et les États-Unis, les gémons, vont intégrer la défaite. La défaite, elle est consommée. Je crois qu'elle est consommée. Alors, les formes que ça doit prendre, il faut faire un peu d'art opératif. Hein, quels étaient les objectifs des Russes? Ils vont les atteindre. D'abord, on ne sait pas. Il y a ceux de l'opération militaire spéciale au début, mais aujourd'hui, on a entendu Shoigu, on a entendu Medvedev et puis le président de la Douma dire oui, oui, soit l'Ukraine se rend, soit elle n'existera plus, ce qui est l'alternative. Mais bon, non, j'ai peur un petit peu des débordements et de la folie de la secte néocon, quoi. C'est-à-dire que c'est le problème de nucléaire. C'est le problème Oui. nucléaire. Il est Il y tout a à fait suffisamment possible de que la frappés Chine, là-bas, hein. il est tout à fait possible que la Chine soit utilisée justement pour faire oublier la défaite en Ukraine. Oui, 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 tout à fait. Mm. Mais bon, on va voir ce que ça nous dit. Alors, merci infiniment, Laurent. Merci à C'est vous. vraiment, non, non, c'est passionnant. Et puis, euh,
voilà, c'est une vision, comment je dire, sereine, quoi, de ce qu'est la Chine. Alors, on est inquiet de l'actualité mondiale, mais voilà, c'est un pays, un vrai pays, une grande nation civilisationnelle. Alors, je me tourne vers nos auditeurs. L'histoire est tellement importante. Il y a deux éléments. Vous venez de dire, parler du siècle de la honte, quand on rappelle au peuple chinois que ça ne se reproduira plus, que l'Occident traduit ça, trafique ça en disant ils sont revanchards. Non, on leur refera pas. Et c'est exactement la même chose, et je l'ai toujours dit, en ce qui concerne la Russie. On ne leur refera pas Barbarossa. Et pour comprendre ça, il faut savoir ce que c'est que l'histoire de la Chine. C'est passionnant. Allez-y, achetez des bouquins, lisez ça. Hein, et parfois, peut-être, mais je crois que ça se dégrade très vite, Wikipédia, parce qu'on y trouvait des choses intéressantes. En ce qui concerne la Russie, c'est pareil. Il faut que vous sachiez ce que ça a été que la guerre germano-soviétique. J'entendais hier Annette Vievorka disait, oui, que à propos du nazisme, le nazisme dans son expression achevée, c'était la Shoah, ce qui est vrai, mais il ne faut pas oublier, c'est la guerre d'extermination qu'ils ont lancée, les Allemands et les nazis, contre l'Union soviétique, en tuant 25 millions de personnes. Il y avait le fameux plan de la faim qui était d'affamer les grandes villes, hein, et ils avaient fait des comptes, et les Allemands disaient, oui, ça va être entre 30 et 40 millions de personnes qui vont mourir de faim. Voilà ce qu'ils avaient prévu et ce qu'ils ont mis en œuvre. Ce qu'ils ont mis en œuvre. Hein. Donc, et ces deux pays, hein, on ne les y reprendra plus. C'est fini, c'est terminé. Il faut comprendre ça. Et qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça à la Russie? Qu'est-ce qui a fait ça à la Chine? L'Occident. Hein. Moi, je veux bien que l'Allemagne, oui, heureusement qu'il y a eu cette alliance-là, hein, et que l'Empire britannique a résisté, mais au 19e siècle, c'est lui qui était à la manœuvre. Hein, et les bilans, et on le voit dans les livres d'histoire, pour la Chine, les bilans humains sont colossaux. Alors vous me direz, c'est à l'échelle du pays, hein. Donc, Oui, mais mais les bon. millions de morts, enfin, c'était incroyable, avec toutes les conséquences que ça avait en termes de santé, en termes de misère noire, et qui était, bon, effectivement, productrice d'énormément de victimes. Enfin voilà, j'ai fini ma harangue anti-occidentale, tout en sachant que j'appartiens à la culture occidentale et que je suis vraiment profondément attristé de la tournure que ça a pris, et j'espère qu'on trouvera quand Pareil. même les ressources pour se débarrasser des gens qui nous emmènent là. Bon, Pareil. merci Laurent, bravo pour ce que vous faites, Merci. hein, c'est intéressant, c'est courageux, hein, et puis je vous dis, j'espère à bientôt. C'est également courageux de me donner cette possibilité d'en parler à vos auditeurs. Donc, Oh merci. non, ça